Bienvenue David Fuenquinos, on est vraiment très heureux de votre présence ce soir au café de la librairie Dialogue pour parler donc de numéro 2, mais vous avez déjà commencé à en parler. Numéro 2 qui est un roman où vous inventez l'histoire de Martin, peut-être prononce-t-on Martine, je ne sais pas. Bah, comme il est franco-anglais, on peut dire les deux. Alors on dira Martin, allez. Okay. Un petit Britannique franco-anglais qui aurait presque pu incarner Harry Potter, mais qui a échoué dans la toute dernière ligne droite du casting après des centaines d'auditions. Il n'était donc plus que deux, Daniel Radcliffe et lui. Et vous inventez donc l'histoire de ce petit garçon à partir de cet échec et ce qui va suivre ensuite. Peut-être tout simplement pour revenir aux origines de ce roman. Comment est-ce que cette idée à la fois originale et en même temps très universelle, puisque tout le monde connaît Harry Potter, est arrivée dans votre esprit? Alors, d'abord, moi je ne suis pas du tout un fan d'Harry Potter ou un spécialiste d'Harry Potter, et mon livre n'est pas un livre du tout sur Harry Potter, mais c'est vrai que je suis tombé il y a 2 ans sur un des films. Voilà, je les avais vaguement vus avec mon fils, et j'aime bien quand je vais voir un film aller sur les pages Allociné, Wikipédia, avoir des informations, en savoir les coulisses du tournage, les secrets de tournage. Et donc là, je tombe sur cette interview de la directrice de casting qui raconte qu'à l'époque, il faut imaginer que le livre devient un phénomène incroyable, mondial. Ils vont donc faire le film, on parle déjà de 7 ou 8 films, un film à 100 millions de dollars, mais il fallait trouver le cœur du réacteur. Qui serait le jeune sorcier qui interpréterait le rôle principal. Ils ont auditionné tout le monde, des centaines de jeunes acteurs. Et donc, c'est ce que tu viens de dire, voilà, ils étaient plus que 2 à la fin. Et donc, elle raconte ça. Et elle raconte qu'ils ont hésité pendant plusieurs semaines. Et à la fin, on s'est tous choisi Daniel Radcliffe. Je me dis, donc, il y a un petit garçon de 10 ans qui a cru, qui a pensé, qui s'est imaginé devenir une star mondiale de cinéma et qu'à la fin, on lui a dit, bah non, c'est pas toi. Et je sais pas, j'ai été bouleversé par la sensation que ce petit garçon a dû éprouver, imaginer. Et en plus, quand je lis l'interview, elle rajoute cette phrase incroyable. Elle dit, on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et je me suis dit, mais ça me rend dingue ça. C'est vrai que finalement, ce roman questionne les choix de vie, le fait que la vie bascule d'un côté ou d'un autre pour un rien, pour une virgule parfois. Et que ce petit garçon, voilà, après je rentre dans la part fictionnelle du roman. Même si les gens vont, depuis que le livre est sorti, vont googliser, vont chercher ce Martin Hill, alors qu'effectivement on est dans le roman. Mais toute la première partie du livre qui raconte l'histoire incroyable de J.K. Rowling, enfin la première partie, les quelques pages au début du livre où comment le film s'est monté, tout ça c'est réel. Alors justement sur J.K. Rowling, en effet, vous racontez ce conte de fées qui a permis à cette femme qui était chômeuse de devenir cette célébrité. Est-ce que vous lui vouez une admiration particulière en tant qu'écrivain ou alors, plus que ça? Ah oui. Ah bah bien sûr. Alors je l'avais jamais lu. Mais je ne peux être on peut être que admiratif de toute façon moi j'admire les gens qui créent des univers, qui font des choses, je veux dire, elle a apporté tellement à la littérature. Le nombre de gens qui ont commencé à lire, d'adolescents et même d'adultes, grâce à elle, j'étais assez, je me disais, voilà, c'est quelqu'un forcément de brillant, d'intéressant, mais je ne connaissais pas son histoire. Et en quelques pages, au début du livre, je raconte, c'est incroyablement romanesque. De toute façon, c'est vrai que c'est passionnant de raconter son histoire. Tu as raison, elle était... faut imaginer cette femme qui a 25 ans, désespérée, elle vit en Angleterre, elle vit d'aide sociale, elle est dans la précarité la plus absolue, femme battue, elle a dû quitter son conjoint, elle a raconté tout ça. Sa mère vient de mourir, qui est la relation la plus forte de sa vie. Bon, on est vraiment dans la dépression totale, quoi. Et puis... elle prend un train entre Manchester et Londres et elle dit qu'elle est foudroyée par l'imagination. Donc je dis dans mon livre qu'il y a plein d'écrivains qui en manque d'inspiration, qui vont prendre le même train en espérant à leur tour être foudroyés. Mais je suis pas sûr que, voilà, pour les écrivains là, qui prenez le Manchester-Londres, mais je suis pas sûr que ça marche. Et sinon, alors pour moi c'est émouvant d'être là parce que c'est vrai qu'on est juste à côté de Crozon. Et pour moi, voilà, Crozon c'est le mystère en épique. J'ai rien à voir, je faisais une digression, mais parce que je pensais écrivain raté, bibliothèque des livres refusés. Donc voilà, j'avais fait un petit raccourci et j'adorais l'idée que
quand le livre est sorti, après, avec cette bibliothèque des livres refusés située à Crozon, il paraît que, c'est ce que j'avais entendu dire, que la bibliothèque disait que plein de gens allaient à la bibliothèque de Crozon et déposaient des manuscrits. Donc, voilà, donc parfois, on lit une histoire et l'histoire devient réelle, quoi. Et donc, c'est vrai que mon livre raconte beaucoup le basculement du destin, le hasard qui fait bien les choses, qui fait mal les choses. Là, avec elle, c'est incroyable. C'est incroyable comment le destin bascule vers le merveilleux. C'est-à-dire plein de petites choses qui font que, par exemple, c'est le directeur financier des éditions Bloomsbury qui fait lire à sa fille, Alice Newton, qui a 8 ans, le premier chapitre de Harry Potter. Il faut imaginer que Harry Potter, à ce moment-là, personne ne l'a lu au monde. C'est toujours étrange d'imaginer ça. Et elle dit « Oh papa, j'ai tellement envie de savoir la suite ». Et c'est grâce à cette petite fille que finalement, ils vont publier le livre. Et voilà, ainsi de suite. Et je raconte aussi l'histoire que je ne connaissais pas, qui est absolument dingue, du producteur. J'adore, moi, ces histoires où le producteur, c'est un fils d'eux. Sa mère a produit Les Liaisons Dangereuses. Vous voyez, voilà, c'est vraiment personne. C'est une sorte de Nicolas Bedos il y a quelques années, quoi. Ah mince, c'est filmé. Ok. Et donc, non, mais quelqu'un, voilà, qu'on dit tout le temps, on le ramène tout le temps à ses parents, et voilà, et qui après, comme Nicolas, va devenir incroyablement brillant parce qu'il fait par lui-même. C'est ça que je voulais dire. Et donc, et lui, personne ne croit vraiment en lui. Et puis il va acquérir les droits d'Harry Potter avant tout le monde, avant même la sortie du livre. Donc c'est quand même un coup de génie extraordinaire. Et donc tout ça grâce à une succession de petites choses et de hasards. Donc toute cette partie de mon livre est réelle. Mais après j'ai dû mettre effectivement non seulement un avertissement au lecteur. Mon livre a été relu par les avocats. J'ai écrit à J.K. Rowling, mais elle ne m'a pas répondu. Et c'est un livre qui est non autorisé par J.K. Rowling et la Warner. Donc vous avez un auteur très sulfureux face à vous, quoi. Hein, qui est au cœur d'une polémique internationale. Attention. Voilà, donc en tout cas, dans numéro 2, il y a toute cette histoire, bien sûr, du casting et de comment ce garçon, par une série de hasards aussi, se retrouve à passer ce casting. Lui, au départ, il n'a pas forcément envie d'y aller. Son père lui dit « Tiens, ça pourrait être marrant ». Alors, est-ce qu'il trouve ça marrant ensuite? Je ne sais pas, mais voilà, toute cette succession de hasards va faire qu'il se retrouve là et qu'il va se prendre au jeu, bien sûr. Et puis, cet échec, et ensuite, toute cette phase et toute sa vie restant à essayer de se reconstruire. Il y a quelque chose, voilà, de comment est-ce que après une cassure, on parvient malgré tout à continuer, puisque évidemment Harry Potter est partout, il ne peut pas y échapper. Oui. Quoi qu'il fasse, c'est la partie un peu risible du livre, c'est-à-dire qu'il essaie d'échapper à Harry Potter, ce qui est physiquement impossible, quoi. Dès qu'il soit avec une fille, elle lit Harry Potter, ça le rend dingue, quoi. Et à un moment donné, il va travailler au Louvre. Il va se dire, voilà, au moins au Louvre, je suis tranquille. Les tableaux de la Renaissance, les sculptures antiques, au moins je suis peinard, il n'y a pas de Harry Potter. Et il va se prendre de sympathie pour le tableau qui est juste à côté de la Joconde, le numéro 2, celui que personne ne va voir. Donc forcément, lui, il est obsédé par il voit ça, finalement, ce qu'on vit, finalement, ça transforme notre vision des choses à travers le prisme de ce qu'on vit, quoi. Et la prochaine fois que vous allez à Paris, au Louvre, faites-moi ce petit plaisir d'aller voir ce tableau juste à côté que j'évoque dans mon livre. Mais effectivement, tu as raison, le livre finalement, c'est comment surmonter un échec, comment se reconstruire. Et j'ai dit parfois que j'ai compris récemment à quel point finalement j'avais le sentiment que mes livres étaient tous très très différents les uns des autres. C'est vrai qu'entre La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère en réplique, celui-ci, c'est à chaque fois des univers très très différents. Et d'ailleurs, moi je comprends, il y a des lecteurs qui me disent « j'ai aimé celui-là, j'ai moins aimé celui-ci ». C'est tout à fait normal puisque j'essaie toujours de réinventer et faire d'autres choses, mais ça me touche beaucoup que les lecteurs, malgré ces tentatives incessantes, me suivent quand même. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ce soit des livres légers ou plus graves, ils questionnent tous finalement la réinvention de soi. Et c'est sûrement lié à mon histoire personnelle j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans, j'étais opéré du cœur. Et c'est vrai que c'est un moment qui a changé ma vie. Je n'étais pas issu d'un milieu culturel. Je me suis mis à lire. Les livres m'ont accompagné, m'ont sauvé à ce moment-là. Et j'ai été propulsé, comme tous les gens qui ont été gravement malades, vers une énergie du sensible. J'ai souvent raconté ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai transposé dans La Délicatesse, évidemment, ça, puisque c'est l'histoire d'un deuil et d'une reconstruction.
et dans tous mes livres. Et là encore, je me dis, bon, bah, je m'embarque dans cette histoire-là. Pourquoi elle me touche? Parce que je lis cette interview, ça... Bon, après, j'ai peut-être un côté... moi, quand je regarde l'élection de Miss France, je regarde tout de suite celle qui a perdu, quoi. Je sais pas pour vous, quoi. Non, mais je sais pas, j'ai une angoisse. J'ai une angoisse pour elle. Je me dis d'être passé... En fait, on est obsédé par ceux qui passent à côté de leur destin aussi. Mais je peux l'avoir pour des choses minimes. Ce soir, on va au restaurant, après la rencontre... je sens que je vais pas choisir le bon plat, quoi. Je vais me dire et en fait c'est exactement le livre, c'est ça. C'est est-ce que quelle aurait été ma vie si j'avais obtenu ça, si ça s'était passé différemment. La différence c'est que lui effectivement il a c'est la folie de son histoire, c'est qu'il a la vie en permanence il a le film de ce qu'il a raté. Imaginez si vous aviez en permanence le film de ce que vous avez raté. Ça rendrait déprimant, quoi. Cela dit, il faut être un peu dépressif pour venir à une rencontre littéraire à 18h un jeudi, alors qu'il fait beau, il fait un soleil radieux. Attention, vous allez tous les faire fuir là. C'était évidemment une blague. Hein. Moi, je vais vous dire, ça me touche tellement là, que vous soyez venus si nombreux. Je suis déjà venu ici. La première fois, c'était il y a une quinzaine d'années. Je pense qu'il y avait 2 personnes. Hein, non. Bah, c'est-à-dire il y avait le libraire et sa femme, je crois, et voilà, mais donc voilà, non, je dis ça évidemment pour rire, c'est... En tout cas, vous diriez que c'est cette forme d'empathie que vous ressentez en lisant cette interview qui crée toute cette énergie autour du livre? Je ne vais pas dire que c'est un livre de réparation ou de consolation. C'est un livre qui interroge comment dire, la vertu de l'échec d'une certaine manière. Se dire comment on peut aussi, dans ce qu'on a raté, comprendre pourquoi on a raté les choses et pourquoi elles ont une importance. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment... moi, c'est une question que je trouvais assez obsédante. Alors bien sûr, j'ai de l'empathie pour lui. Mais peut-être parce que j'ai été gravement malade, j'ai quand même une énergie qui me pousse à globalement essayer de voir les choses positives. Tout ce qui peut être positif, y compris dans ce qu'on rate, y compris dans l'à peu près, y compris dans l'espoir déçu. Moi, je l'ai vécu très très souvent. J'ai vécu des échecs, j'ai vécu des moments plus compliqués, mais j'essayais toujours de me dire, tiens, est-ce que ça, c'est pas intéressant et pourquoi je le vis? Alors évidemment, il y a des vies qui sont traversées par des douleurs bien plus graves, par des douleurs incessantes. Je dis pas que ça, c'est pas un filtre qui peut s'adapter ou se coller à toutes les situations, loin de là. Mais cette possibilité de voir la vie en essayant d'aller chercher, finalement dans ce qu'on rate, les potentielles graines de ce qu'on peut réussir par la suite. Mince, elle est bien cette phrase. C'est dommage que ça fait 2 mois et demi que je fais la promo du livre et j'ai pas pensé à cette phrase. J'aurais dû venir en fait à Brest dès le début, quoi. Mais j'ai fini toutes mes émissions. Alors la dernière émission que j'ai faite, c'était incroyable. C'était hier. J'ai enregistré pour Europe 1 Patrick Sabatier. J'étais hyper heureux de rencontrer Patrick Sabatier, quoi. Je sais pas vous, mais moi ça me faisait quelque chose. J'avais l'impression d'avoir 10 ans. Il était hyper sympa. Mais là c'est intéressant parce que lui c'était un numéro 1 qui est devenu numéro 2. Et je trouve, voilà, non mais c'est vrai que depuis que le livre est sorti, on parle beaucoup. Alors il y a aussi les fratries. Les fratries me parlent beaucoup d'être numéro 2, les histoires de fratries, qu'est-ce que ça fait dans les familles. C'est intéressant parce que c'était exactement ce que j'espérais avec ce livre. C'est que malgré la thématique et le point de départ, on s'échappe totalement d'Harry Potter. Et même quand j'ai fait C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine, elle m'a dit, mais moi, ça m'a tellement... j'ai tellement été numéro 2. Et c'est vrai qu'on oublie maintenant, parce qu'elle est la star de C'est à vous, elle est extraordinaire en animatrice principale. Mais vous connaissez pas C'est à vous, parce que tous les soirs, vous êtes en rencontre littéraire ici à 19h. Mais voilà, c'est une femme qui anime une émission sur la 5. Et pendant des années, elle était chroniqueuse. Et d'ailleurs, tout le monde lui disait, voilà, tu es une très bonne chroniqueuse. Et donc voilà, je pense que ça interroge aussi tous les moments où on nous a dit non.
Alors sans dire tout ce qui va arriver à ce petit Martin au cours de sa vie, mais il n'a pas une vie facile, hormis cet échec au casting. Vous abordez beaucoup de thèmes assez lourds et douloureux autour de l'enfance, de l'adolescence. Et pourtant, il y a beaucoup de fantaisie aussi, parce qu'on rit et on sourit beaucoup à travers des petits traits de caractère ou voilà, des hasards qui rendent les choses presque légères. Est-ce que pour vous, c'était salvateur aussi d'écrire de cette manière? En tout cas, on retrouve bien votre patte là, mais cette fantaisie que vous arrivez à mettre dans ces moments douloureux, c'est important? Ouais, c'est vrai, mais en fait, ce sujet, pour moi, il était aussi symptomatique de ce mélange-là, en fait. C'est-à-dire que on ne peut pas faire l'économie de l'effroi que ça a pu être pour ce petit garçon. L'effroi, voilà, d'avoir rêvé à cette vie-là. Et donc, c'est vrai que je raconte des moments difficiles dans ce qu'il peut traverser. Et en même temps, comme dirait notre président, c'est aussi quelque chose qui permet des situations. Parce que c'est risible, parce que c'est extraordinaire. C'est vrai qu'à 13 ans, lui, il veut raconter à personne, par exemple, ce qu'il a vécu. Et sa mère lui dit tu dois aller chez le psy, parce qu'on voit bien qu'il n'arrive pas à surmonter ça. Et le psy, il dit j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, je suis dans un mal-être. Et le psy lui dit ah, mais ça me fait penser à J.K. Rowling. Est-ce que tu as lu Harry Potter? Parce qu'elle dit souvent qu'elle a eu des moments très difficiles, et puis regarde ce qu'elle est devenue. C'est-à-dire que même quand il est au bout du rouleau, le seul exemple qu'on lui trouve, c'est J.K. Rowling, quoi. Et donc forcément, c'est risible, mais il y a un peu de ça quand même. Partout, il tente tout finalement, il tente tout ce qui est possible pour essayer. C'est un livre aussi pour s'amuser sur la tentative de se reconstruire. Donc le psy, après, il tente ce qu'on pourrait dire soigner le mal par le mal. C'est-à-dire qu'il va en Pologne, et ça existe vraiment ça. C'est un Poudlard. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes allé là-bas? Non, vous êtes allé là-bas? Non. Dans le Poudlard polonais? Ah, génial, c'est un château, voilà, comme réplique Poudlard, c'est où se passe Harry Potter, voilà, je vous schématise, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on peut passer 4 jours comme si, voilà, avec un Hagrid polonais, un Dumbledore polonais, et voilà, comme si on était au cœur de... Voilà, il se dit, voilà, en allant peut-être au cœur, je vais exorciser. Il tente, à un moment donné, je peux vous lire le petit passage, il tente ce qu'on appelle... Là, voilà, je l'ai trouvé. Il tente ce qu'on appelle, ça j'ai adoré, je me suis renseigné sur ça, il tente ce qu'on appelle des Falcons. Les Falcons, c'est un peu comme des réunions d'alcooliques anonymes, mais pour tous ceux qui ont raté des choses. C'est-à-dire que parfois, voilà, ça peut faire du bien d'entendre le récit des échecs des autres, pas pour se remonter le moral soi-même, mais pour partager des moments. Et donc c'est un truc qui a vraiment existé, et je l'ai noté dans le livre. Il s'agissait de conférences autour de l'échec. Lancées aux États-Unis, elles avaient été reprises un peu partout dans le monde. On organisait ici ou là de grandes manifestations basées sur des prises de parole, au cours desquelles les participants racontaient tout ce qu'ils avaient raté. Lors d'un grand rassemblement en 2015, l'Express avait titré « Tous les losers réunis à Toulouse ». Alors, si on parlait anglais, on se rendait compte que même le choix de la ville d'accueil faisait partie intégrante du projet. Mais c'est vraiment un vrai truc, hein, en 2015 à Toulouse. On y entendait des slogans comme « L'échec fait partie de la réussite ». Mais il s'agissait surtout d'écouter des parcours de vie inspirants. On y croisait des entrepreneurs qui avaient fait faillite, des artistes sortant d'un bide, ou encore des membres du Parti socialiste. Je précise que j'ai écrit ce livre avant la campagne. Sophie montra ses vidéos à Martin. Cela lui rappela sa lointaine séance chez le psy. Écouter les échecs des autres pour se sentir mieux, c'était du réchauffé pour lui. Donc c'est vrai qu'il tente un peu tout, un peu pour essayer de... Et il va trouver la solution. Et donc je vais vous dire la solution. Comme ça, vous n'achèterez pas le livre. Et ça sera un grand bonheur pour Dialogue. En tout cas, quand je vous disais tout à l'heure qu'on rit aussi en le lisant, ça prouve, entendre le public, que c'est le cas, que vous arrivez à mêler
la gravité et la légèreté à travers l'histoire de ce petit Martin. Je vous ai entendu plusieurs fois dire que le choix des prénoms et des noms des personnages était souvent très réfléchi. Quelle a été la réflexion autour de ce livre numéro 2 ? En fait, j'ai parfois dit que je trouve qu'on est souvent porteur d'une tonalité avec le prénom, avec l'énergie que ça peut... et c'est vrai que quand j'écris un personnage, je cherche beaucoup le prénom. J'ai l'impression que ça me donne une... Quand j'ai écrit La délicatesse, j'ai mis du temps à comprendre qu'elle s'appelait Nathalie. Et une fois que j'avais compris qu'elle s'appelait Nathalie, tout le livre était presque là. Parce que La délicatesse, c'est une ambiance de Nathalie. C'est une histoire de naissance et de renaissance. Et étymologiquement, j'ai réussi à le dire, Nathalie évoque la renaissance. Donc je trouve qu'il y a une tonalité très importante. J'avais écrit un livre, bon, c'est un livre très léger qui s'appelle La tête de l'emploi. C'était l'histoire d'un homme qui avait 50 ans et qui retournait vivre chez ses parents. Bon, bah ça, c'est un Bernard. Donc voilà. Donc parfois, voilà, je trouve qu'il y a quand même une... Martin, alors Martin, c'est... Les gens m'ont dit oui, c'est une référence à la famille Martin. Alors, pas du tout, c'est totalement hasardeux. En fait, à vrai dire, je vais vous dire comment ça se passe, c'est que je trouve cette citation de la directrice de casting. Et je me dis, tiens, c'est vraiment... c'est intéressant. Je trouve que voilà, le roman naît en moi. Je me dis, j'ai envie d'écrire sur ce sujet. Sur l'idée, qu'est-ce que c'est d'avoir été si proche d'une telle vie. Mais je sais d'entrée que je ne peux pas écrire un roman qui se passe en Angleterre. J'en serais pas capable. J'ai pas les codes de l'Angleterre. Je connais pas assez l'Angleterre. Donc tout simplement, c'est aussi bête que ça. J'ai cherché un prénom qui puisse porter finalement cette dualité. C'est-à-dire être à la fois Martine en Angleterre et Martin en France. Et en même temps, peut-être que, tu vois, maintenant que tu me dis ça, je me dis que symboliquement, c'est quelqu'un qui va avoir deux vies, quoi, qui va se dédoubler d'une certaine manière. Et c'est exactement ce qu'il va tenter. Il va tenter de se réinventer. Alors bien sûr, vous parlez aussi beaucoup du monde du cinéma, puisqu'on découvre l'envers du décor. Le père de Martin est accessoiriste. Et puis on découvre aussi la dureté de ce monde du cinéma, peut-être à travers ce casting. Vous aviez envie de dire quelque chose autour de ça dans ce livre ? Non, enfin oui. Enfin, en tout cas, je raconte beaucoup j'ai écrit beaucoup de fiction. Je m'échappe souvent, je voyage de mon univers d'une certaine manière. Globalement, j'ai très peu écrit de livres personnels, à part peut-être dans Charlotte, qui est sûrement mon livre le plus important pour moi. Mais c'est vrai que j'ai raconté l'histoire de cette femme qui me fascinait. Et à un moment donné, c'était tellement intime, la fascination que j'ai éprouvée pour elle. Je suis rentré dans le livre. C'est-à-dire que je raconte aussi pourquoi elle me touche dans ce livre. Je raconte mon rapport à elle. Mais d'une manière générale, je suis assez peu présent dans mes livres. Mais là, effectivement, pour avoir réalisé 3 films avec mon frère, je décris un peu ce que c'est l'atmosphère d'un plateau, les métiers du cinéma. Effectivement, c'est quelque chose que je connais bien. Et j'adore ça. Je suis toujours émerveillé, moi, sur un plateau. Bien sûr, j'ai eu la chance de travailler avec plein d'acteurs extraordinaires. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de La délicatesse. Le fait que Audrey Tautou ait dit oui, ça reste un moment magique dans ma vie d'avoir pu travailler avec elle et François Damiens, voilà, pour ce film-là. Et puis les autres, évidemment. Notre dernier film, même s'il est un petit peu raté, c'était magnifique d'avoir la chance de travailler avec tous ces acteurs. Mais quand je parle de cinéma, c'est vrai, de ces métiers-là. En l'occurrence, il est accessoiriste. J'adore tous les métiers du cinéma. Ça me fascine, tous ces gens qui travaillent vraiment... Pour un projet collectif, tout simplement. Hein. Et lui, il est accessoiriste, son père. C'est un artiste un peu raté. En fait, c'est un inventeur raté. C'est un inventeur qui n'a rien inventé, en fait. Et à part, il a inventé la cravate parapluie, ce qui est très bien en Angleterre. Mais bon... peut-être en Bretagne aussi, non ? Ah ouais, tiens, en Bretagne, ça marcherait, la cravate parapluie. Mais dans les années 80, on était plutôt dans la mode du stylo réveil. Il était un peu en décalage. Et c'est vrai qu'il va se retrouver à devenir accessoiriste. Et j'adore parce qu'il va bosser sur un des James Bond, Dangereusement Vôtre, en 84. Et il va peindre une poignée de porte en verre. Et à chaque fois que le film passe, il va dire « Ah, c'est ma poignée de porte !» Et il a presque le sentiment que le succès de la saga James Bond repose sur la couleur de la poignée de porte, quoi.
Et j'aime bien cette idée, voilà, d'être tellement passionné par ce qu'on fait. Donc oui, je raconte un petit peu le cinéma, mais pour le coup, c'est parsemé de choses que j'ai pu voir ou ressentir. Alors, plusieurs de vos livres ont été adaptés au cinéma. Enfin, vous en avez vous-même réalisé un, La délicatesse, vous l'avez dit tout à l'heure. Celui-ci, on l'imagine tout à fait aussi dans une version à l'écran. Vous y avez pensé, vous y pensiez en écrivant. Ah non. Ça fait partie du processus d'écriture. Non, j'ai jamais écrit. Ah non, 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 surtout pas. J'ai jamais. D'ailleurs, Enfin, j'ai jamais écrit un livre en voulant que ça devienne un film. D'ailleurs, j'ai des propositions d'adaptation, même si c'est compliqué parce qu'il faut l'accord de la Warner. Mais il est compliqué même à adapter parce que déjà, en termes de temps, il est sur 20 ans. Voilà, c'est pas un scénario parce qu'il est compliqué en termes de production, ce livre-là. Mais on verra. Pour moi, c'est pas du tout une obsession en soi. J'ai eu 4 adaptations, peut-être sur un Charlotte. J'ai pas du tout envie que tous mes livres deviennent des films. Je crois que c'est aussi très important que certains livres, voilà, demeurent comme ça dans cette magie. C'est vrai que c'était merveilleux de faire le film avec Audrey Tautou et François Damiens, mais quand on lit le livre, maintenant, La délicatesse, on pense à Audrey Tautou. Donc c'est à la fois un bien et parfois c'est un peu compliqué. Après, quand j'ai eu la chance, je peux le dire parce que j'ai vraiment pas du tout participé, Le Mystère Henri Pic, j'ai trouvé le film absolument merveilleux avec Ami Cotin et Lucchini. Et voilà, ça peut être un enchantement pour un auteur de créer une histoire et que ça devienne un film. Mais en ce moment, on me parle énormément d'un livre. C'est marrant parce que pile au moment où je parle de Mystère Henri Pic, je vois un livre de Viviane Meyer, qui est cette photographe qui était babysitter, qui a été découverte après sa mort. Et son histoire, je la raconte dans Le Mystère Henri Pic parce que son histoire fait qu'un pizzaïolo breton rend plausible le fait qu'un pizzaïolo breton ait pu écrire sans jamais le dire à personne, puisque c'était un peu elle a une vie artistique extraordinaire dans l'ombre, sans jamais la voir. Donc je raconte le lien. Bref, juste au moment où je parlais de ça, mais je regarde les autres livres maintenant pour voir si Brest et Byzance. Alors mon prochain livre justement parle de Brest et de Byzance. J'ai vraiment un esprit d'escalier aujourd'hui, je suis désolé. Alors non, donc je termine là-dessus. Et donc, en ce moment, on me parle beaucoup c'est d'ailleurs assez émouvant, d'un livre que j'ai écrit qui avait peut-être, je ne vais pas dire moins marché, mais disons que c'était un livre très douloureux, qui s'appelle Vers la beauté. Et Vers la beauté, on m'en parle vraiment de plus en plus en ce moment. Il a une vie C'était un livre que j'avais écrit presque comme une continuité à Charlotte, en reprenant certains des thèmes de Charlotte, en racontant le destin brisé d'une jeune femme qui se recomposait par la peinture, qui tentait de se recomposer par la création. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que par exemple, ce livre-là, on m'a proposé beaucoup d'adaptations et j'ai dit non, je peux pas, j'arrive pas à imaginer qu'il puisse avoir un film. Donc voilà, je n'ai pas écrit le livre en espérant un film. J'ai des propositions, mais on verra. C'est pas une fin en soi pour moi. En tout cas, le processus d'écriture, j'imagine, n'a rien à voir quand on se lance dans un projet de livre et dans un projet de film. Ah oui, c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, il y a des idées. Mon deuxième film, notre deuxième film avec mon frère, c'était Jalouse, avec Karine Viard. Et c'est vrai que quand on a eu l'idée de travailler sur ce thème de la jalousie mère-fille, qui est un peu tabou quand même. Enfin, je dis mère-fille, ça peut être tout à fait père-fils, enfin, enfant, disons parent-enfant, je veux dire. En l'occurrence, dans ce film-là, c'était mère-fille. Je trouve que c'est très visuel, c'est beaucoup plus cinématographique. Parce qu'il suffit, on s'est dit, voilà, on va mettre Karine Viard et on va lui mettre une fille sublime à côté. Et à un moment donné où elle est un peu dépressive dans sa vie, où elle n'est pas bien, et elle va avoir envie de buter sa fille. Et je trouvais que c'était évidemment un sujet à la fois tragique et de comédie. Et ce qui est génial avec Karine Viard, qui est un génie absolu, c'est qu'elle peut faire vraiment les pires horreurs, les gens l'adorent quand même, quoi. Dans un film, hein. Elle a un truc qui est magique chez elle. Donc ça, par exemple, pardon, j'ai peut-être mal répondu, mais c'était pour dire que ça, il y a certaines idées qui, pour moi, sont plus cinématographiques. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous parliez de ce lien mère-fille par rapport à votre film, mais dans numéro 2, il y a un très beau lien père-fils
qui est aussi très émouvant, voilà, avec peut-être l'anecdote des sandwichs emballés dans du papier d'alu. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses très touchantes sur ce rapport père-fils dans numéro 2. C'est d'ailleurs étonnant cette anecdote sur l'aluminium, c'est-à-dire que quand on écrit, on cherche aussi beaucoup on peut chercher à aller évidemment dans la profondeur psychologique. La littérature, justement, contrairement au cinéma, on a le temps on peut aller dans la profondeur des choses, on n'est pas obligé d'être tout le temps performant narrativement. On peut faire des temps d'arrêt, aller chercher des choses. Et on cherche des images, en fait, qui peuvent nous paraître littéraires ou poétiques. Et c'est vrai que quand ses parents divorcent, ce jeune Martin va voir sa mère à Paris le week-end. Et son père, lui... je trouve parfois, avec des détails, on peut raconter beaucoup d'une situation. Son père, lui fait des sandwichs tous les vendredis soirs avant qu'ils prennent l'Eurostar. Et il les met dans du papier aluminium. Et son fils décide, comme ça, comme une collection émotionnelle, de conserver tous les papiers d'aluminium. Et plus tard, sa mère découvre ça et elle est bouleversée de voir. Elle dit, mais c'est quoi tous ces papiers d'aluminium? Et il dit, ce sont les papiers dans lesquels mon papa faisait les sandwichs. Cette histoire était étonnante parce que je trouvais que c'était une image qui me plaisait, en fait, que je trouvais assez belle. Et alors, depuis que le livre est sorti, bon, bien sûr, il a été lu par quelques fans de Harry Potter. Et je suis tombé sur un psychopathe, fan de Harry Potter, qui m'a dit, je dis ça en toute sympathie, évidemment, il m'a dit, mais j'ai totalement ressenti, l'allusion au personnage Neville du tome 4, qui garde tous les... je ne sais pas s'il y a des lecteurs d'Harry Potter, là, qui gardent apparemment les papiers d'emballage des bonbons. Et donc, il me dit, voilà, il a vu dans mon livre des clins d'œil. C'était voulu, bien sûr. Alors, je lui ai dit, évidemment, bien sûr. Je vais dire, merci d'avoir lu si bien mon livre. Ça m'a... À l'époque, j'avais lu que la moitié du premier tome. Enfin, voilà, donc, non, mais c'est marrant parce que cette image, en fait, on en a beaucoup parlé. Les gens y ont vu un clin d'œil à... Donc, parfois, voilà, c'est l'inconscient. En tout cas, c'est très touchant. Justement, alors que vous disent les fans d'Harry Potter sur ce numéro 2 ? Ils ont beaucoup aimé, en fait. C'est assez... parce que c'est pas du tout allé sur Harry Potter, mais je raconte un petit peu aussi la genèse de J.K. Rowling, du casting, ce que je disais tout à l'heure. Et ils ont beaucoup aimé. J'ai plus eu mes lecteurs, qui m'ont dit « Ah non, j'ai pas envie de lire ce dernier livre parce que ça me dit rien. Harry Potter, je m'en fous un peu d'Harry Potter. » Et donc, petit à petit, le livre, voilà, c'est tout à fait normal, a une vie formidable. Les gens, quand ils en parlent, après, ça se sait que c'est pas un livre qui est pas un livre pour les fans d'Harry Potter, autour d'Harry Potter. Les fans ont aimé, mais voilà, j'ai plus eu des lecteurs qui me disaient « Oh bah non, franchement, ça me dit pas grand-chose, ça. » Mais moi, j'aurais été le premier, peut-être, à me dire... Alors voilà, peut-être que le casting m'aurait plu comme idée, mais si j'avais cru que c'était que sur Harry Potter, non. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence à Brest ce soir. Merci beaucoup. Merci.